Bonjour à tous. Donc, avant de commencer et que je me présente, je laisserai le mot de bienvenue à Suzy Miron. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis contente qu'on arrive enfin à cette étape-là de bonification. On va commencer par regarder les 309 idées qu'on a reçues. C'est quand même génial, là. On ne savait pas trop quand on a décidé de poursuivre en virtuel où ça nous mènerait. On a eu 309 suggestions de propositions d'idées. Ils ne sont pas toutes éligibles, par contre, au budget participatif, mais sachez que quand même, on les garde parce qu'il y a des idées là-dedans qu'on va vouloir probablement se servir parce qu'il y a vraiment des bonnes idées intéressantes qui vont pouvoir servir dans d'autres contextes qu'on va peut-être ajouter à notre budget si tant est qu'on trouve un peu d'argent pour pouvoir développer ces idées-là, même s'ils ne sont pas éligibles. Là, ce soir, on le verra dans le budget participatif. Alors, je suis contente qu'il y ait autant de monde ce soir qui participe. C'est signe qu'on a fait le bon choix de poursuivre notre démarche en virtuel. C'est quand même un beau 350 000 là, qui est offert à la population, décider qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans leur quartier. Alors, mais merci beaucoup et bonne soirée. Je vais rester toute la soirée avec vous parce que j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Miron. Juste pour terminer sur l'enregistrement, dans le fond, si ça vous pose problème, vous pouvez garder votre caméra fermée et changer votre nom, comme ma collègue l'a mentionné dans la conversation. Donc, je me présente, Anne Gauthier, chargée de projet au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Donc, le Centre d'écologie urbaine, c'est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est de proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes plus démocratiques, plus écologiques et en santé. Et donc, on accompagne plusieurs villes et arrondissements à concevoir et à mettre en œuvre leur budget participatif. Donc, par exemple, à Montréal, on accompagne aussi l'arrondissement Antique-Cartierville qui va lancer bientôt son budget, ainsi que le plateau Mont-Royal. Il va y avoir la ville de Montréal, mais aussi à l'extérieur, il va y avoir Drummondville et Longueuil. Donc, je passerai la parole à ma collègue Isabelle pour se présenter. Bonjour, je me présente rapidement. Je suis Isabelle Godette. C'est moi qui ai accompagné l'arrondissement l'an dernier pour le processus de Mercier-Ouest. Et ce soir, je vais gérer les commentaires et les tours de parole. Merci. Merci. Je passerai la parole à Maude. Oui, bonsoir. Donc, Maude Brassard, je suis conseillère en planification à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, c'est moi là, qui coordonne la démarche du budget participatif de Mercier-Est avec des collègues, évidemment, de l'arrondissement. Et ce soir, je vais agir comme co-animatrice. Merci, Maude. Chloé? Bonjour, Chloé Larivière, chargée de communication à l'arrondissement. Donc, je travaille avec ma collègue Maude Brasseur sur tout ce qui est les communications reliées au processus de budget participatif. Et je serai là ce soir pour prendre des notes et pour vous écouter et entendre vos questionnements. Merci, Chloé. Et je passerai la parole aussi, je ne l'ai pas averti, mais à M. Gagnon parce qu'il va peut-être répondre à vos questions aujourd'hui. Certainement. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Richard Gagnon. Je suis le chef de division des études techniques à l'arrondissement. Donc, la plupart des projets que nous discuterons finiront ultimement entre les mains des gens de mon équipe pour réalisation. Donc, effectivement, je suis très intéressé par vous écouter ce soir. Merci beaucoup. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, de notre rencontre, c'est de vous présenter le bilan de l'analyse des idées qui ont été collectées à ce jour. On va vous expliquer aussi quelle formule va avoir l'atelier de développement de projet, puis comment vous préparer à cet atelier-là. Puis, on veut vous inviter à compléter un sondage qui va nous aider à prioriser les idées qui ont été collectées jusqu'à ce jour. On va vous expliquer pourquoi on fait ça, puis à en parler autour de vous. Donc, le déroulement, on a fait l'accueil et l'attente déjà. On est en train de finir le mot de bienvenue, l'introduction. Et donc, on va se lancer rapidement dans un rappel des grandes étapes du budget participatif. Qu'est-ce que ça comporte, cette grande démarche-là? Quand on met BP, c'est le diminutif de budget participatif.
On va faire un bilan de la collecte d'idées et de l'analyse. Puis là, il va y avoir une période de questions. Ensuite, on va parler de la formule du développement des projets. Il va y avoir une autre période de questions. Puis, il va y avoir une évaluation de la rencontre. Si vous voulez nous faire des commentaires sur comment vous avez trouvé la rencontre, on va les prendre. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, puis bienvenue à tous. Moi, je ne peux pas vous voir tous sur mon écran, là, donc je vais essayer le plus possible d'essayer de voir tout le monde en modifiant mon écran comme je peux. Donc, comme je ne peux pas tous vous voir, il y a une façon d'indiquer si vous voulez parler ou poser une question lors des périodes de questions. Il va y avoir deux façons de pouvoir nous transmettre vos questions. Vous allez pouvoir lever la main bleue numérique. Ça, moi, je peux voir les mains qui se lèvent, même si je ne vois pas tous à l'écran. Donc, en bas de votre écran, il y a l'onglet Participants. Si vous cliquez dessus, ça devrait ouvrir à droite de votre écran un carré blanc avec des options et celle en bas à gauche, c'est la main bleue. Si vous cliquez dessus, moi, je vais voir que vous voulez poser une question. Il y a aussi, on va prendre aussi des questions par écrit, à peu près 5 à l'oral, 5 à l'écrit. Donc, vous pourrez écrire des questions via l'outil Converser qui est aussi en bas de votre écran. Et si on a plus de temps, on prendra plus de questions. Et s'il vous plaît, attendre qu'on mentionne votre nom pour ouvrir votre micro et parler, et ensuite le refermer, s'il vous plaît. Monsieur le maire s'est connecté, on m'indique. Alors, je lui laisserai, Monsieur Lessard-Blais, je lui laisserai un petit mot, s'il veut bien se présenter. OK. Bonjour tout le monde. Je suis avec Simone et Alphonse ce soir. Ils ne m'ont pas vu de la journée, donc ils sont avec moi une partie de la réunion. Juste pour dire à quel point je suis content que les citoyens de Tétroville aient embarqué avec autant d'enthousiasme dans cette démarche-là. Bravo à Suzy Miron qui est avec nous aussi ce soir, conseillère de Tétroville, qui a fait beaucoup la promotion de ce projet-là. Le programme de budget participatif, c'est déjà une innovation à Montréal. On était le premier arrondissement à le mettre sur pied l'année passée dans Mercier-Ouest. Puis là, en plus, il a fallu se réinventer avec la COVID. Donc, vraiment, bravo. Merci à tous les citoyens qui embarquent dans ce processus-là. D'habitude, on se voit en personne. C'est un petit peu plus agréable, mais au moins, on est capable d'avancer ces projets-là. Les 4 projets qui ont été sélectionnés dans Mercier-Ouest sont vraiment tripants. J'ai vraiment hâte de voir ceux que les gens de Tétroville vont sélectionner aussi. Donc, merci à tous les citoyens. Merci à Suzy d'être là, de faire la promotion de ce projet-là dans Tétroville. Merci à nos équipes. Il y a Richard, il y a Maude, il y a Chloé, et toute l'équipe du CEUM aussi, du Centre écologie urbaine de Montréal. On s'est vraiment retourné sur un dizaine pour que ce projet-là ait quand même lieu. Donc, merci infiniment. Puis, je vous écoute toute la soirée parce que ces soirées-là sont très instructives pour nous, les élus. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, M. Lessard-Blais. Donc, une petite demande de la part de l'arrondissement. On voudrait savoir si vous étiez inscrit à la séance d'information. Probablement que la majorité d'entre vous, oui. On récolte les noms pour pouvoir vous recontacter après, par exemple, pour vous inviter à l'atelier de développement de projet, aussi pour vous rappeler durant le vote que c'est l'heure de voter, aussi pour savoir, nous, combien de personnes ont réussi à rejoindre et s'améliorer toujours d'année en année. Donc, si jamais ce n'est pas fait, Chloé vient de mettre dans la conversation un lien. Et si ça ne vous dérange pas de nous indiquer, si vous ne l'aviez pas déjà fait, de vous inscrire pour nous indiquer qui vous êtes, ça nous aiderait beaucoup pour la suite du processus. Donc, rentrons dans le contenu. On va se rappeler les grandes étapes du budget participatif, qu'est-ce que ça comporte. Donc, il y a 6 grandes étapes qui commencent par la préparation du processus avant même de commencer les démarches avec les résidents. Avec un comité de pilotage, c'est un comité formé, par exemple, d'organismes du milieu, de résidents, des élus, des employés de la ville.
on pense le processus pour l'adapter au territoire et à sa population. Donc là, l'année passée, on l'a fait, le budget participatif a été fait dans le quartier Mercier-Ouest. Et cette année, on l'a adapté pour Mercier-Est et à la situation COVID. Donc, avec beaucoup de numérique, mais pas juste du numérique. Donc, ensuite, c'était la collecte d'idées. C'est ce qui s'est terminé au début de l'été, à la mi-juillet. Et on est rendu maintenant au développement des idées en projet. C'est la phase qu'on lance aujourd'hui avec la rencontre d'information. Ensuite, ça va nous amener au vote des projets, puis à leur réalisation par l'arrondissement. Et tout au long du budget participatif de la démarche, on fait une évaluation en continu. C'est pour ça aussi qu'on récolte des données sur qui s'inscrit à nos activités, qui participe, parce qu'on veut pouvoir s'améliorer, savoir qui on rejoint et toujours pouvoir rejoindre plus de personnes. Et ça nous permet de faire un bilan à la fin de l'année et de faire des recommandations d'amélioration pour l'année suivante parce que va commencer vers janvier le budget participatif de Schlager. Donc, un exemple, l'année passée à Mercier-Ouest, il y a 150 idées et projets qui ont été récoltés lors de la phase de collecte d'idées. Après ça, il y a eu une analyse de ces idées, savoir si elles étaient admissibles ou pas, selon les critères qu'on a créés. Et donc, il y a des idées qui sont restées admissibles et peut-être admissibles, et on les a regroupées pour faire 20 projets lors du développement de projet. Donc là, il y a eu une deuxième analyse sur la faisabilité technique et des coûts par les services de l'arrondissement et est ressorti de ça 13 projets qui sont allés sur le bulletin de vote. Et, 13 projets et il y a eu une bonification encore. Il fallait encore prendre des petites décisions et donc 11 projets sont allés sur le bulletin de vote. Et donc, la population ensuite a priorisé 3 projets via le vote. Mais je pense que c'est 4 projets, en fait. Oui, c'est 4 projets qui ont été priorisés. Et cette année, donc, on est ressorti avec 309 idées. C'est quand même le double de l'année passée. Donc, c'est beaucoup la soumission d'idées en ligne. Il y a un formulaire sur Réalisons Montréal qui a vraiment été populaire. Donc, on était à 309 idées. Donc là, ce qu'on vous a expliqué avec l'exemple de l'année passée, c'est qu'on fait un processus d'entonnoir. On part avec beaucoup d'idées et on se retrouve avec beaucoup moins d'idées sur le bulletin de vote. Et on va faire la même chose avec les 309 idées qu'on a récoltées. Et je vais vous donner plus de détails sur la collecte d'idées. Anne? Oui. J'aimerais mentionner 2 choses. Donc, les 309 idées, c'est sûrement toutes des bonnes idées, mais on va avoir à faire des choix. Ça va être le difficile. Puis, je voudrais mentionner qu'il y a plusieurs membres du comité de pilotage qui sont présents. On voit Anne-Marie, on voit Nicolas, Charles, j'en oublie. Il y a Geneviève, Mélina, je ne sais pas si elle est là. Geneviève Rivard. Oui. Amadou. Non, c'est Jean-Patrick qui est là en remplacement d'Amadou. Oui. Nicolas Gagnon l'avait dit. Oui, je suis là en remplacement d'Amadou. Merci. Donc, je voulais mentionner qu'on a des membres qui sont présents dans le comité. Merci. Merci. Et donc, les projets qui ont été priorisés l'année dernière lors du vote sont en cours de réalisation. Donc, on a le pavillon de Mercier-Ouest, 200 000 $, qui est une place publique permanente au parc Saint-Donat. On revente nos pistes cyclables, 25 000 $, qui est un aménagement qui permet d'optimiser les pistes cyclables du quartier, donc sur plusieurs rues. Sécurisons nos traverses, 45 000 $, qui, à 3 intersections très passantes, ont permis de sécuriser les passages piétons pour notamment les écoliers et les personnes âgées. Et le Petit Nid, qui est une place publique, elle, semi-permanente, près du métro Cadillac, qui est un espace de rencontre et de repos. Donc, le processus
le processus actuel à Mercier-Est, l'échéancier, en fait, on a lancé la démarche le 10 mars et rapidement, on a dû l'interrompre à cause de la crise sanitaire. Puis, le 7 mai, on a pu relancer la démarche. Du 15 juin au 17 juillet, donc, a eu lieu la collecte d'idées. À l'été, s'est faite l'analyse d'admissibilité de ces idées. C'est ça qu'on va vous présenter très bientôt. Et du 10 septembre au 7 octobre, c'est la phase de développement de projet. Donc, elle est lancée aujourd'hui. En octobre, va avoir lieu l'analyse par les services de la faisabilité des projets. Puis en novembre, une bonification des projets que je vais vous expliquer plus tard. Et en décembre, va avoir lieu le vote. Et c'est donc après Noël, en janvier, qu'on va annoncer publiquement les projets qui ont été priorisés par le vote. Et la réalisation de ces projets-là vont donc se faire en 2021 et 2022. Donc, le bilan de la collecte d'idées. Il va y avoir une période de questions dans pas trop longtemps. Donc, la collecte d'idées a commencé par un sondage qui était public sur Réalisons Montréal, le site de la ville, sur les besoins de la population de Mercier-Est. Donc, on voulait savoir quels sont les besoins du territoire pour pouvoir s'inspirer pour développer des projets qui répondent vraiment aux besoins. Donc, on a 98 personnes qui nous ont dit que bonifier les parcs, c'était vraiment une priorité, un besoin prioritaire. Ensuite, on a 45 personnes qui nous ont parlé de verdissement et de réduction des îlots de chaleur. Puis, 34 personnes qui nous ont mentionné un besoin de lieux de rencontre intergénérationnels et multiculturels. Il y a une ligne, c'est non applicable. Ça, c'est pour ceux, par exemple, qui remplissaient le formulaire papier. On ne posait pas la question. Donc, c'est, par exemple, des personnes qui n'ont pas pu répondre. Et ces besoins-là vont nous servir, je vais l'expliquer plus tard, mais pour l'atelier de développement de projet, on va créer des sous-groupes thématiques à partir de ces besoins-là. Donc, on va vraiment créer des projets avec une thématique, avec un besoin en tête auquel répondre. Et ça a influencé la collecte d'idées, les idées que les gens ont proposées. Donc, il y a eu 309 idées collectées. Ça comprenait les formulaires papier et en ligne. Ça comprenait des ateliers d'idéation collective qu'on a fait en ligne. Et il y avait une ligne téléphonique où les gens pouvaient appeler pour se faire accompagner pour soumettre leur idée. Donc, on a essayé de faire oui, on a fait beaucoup de choses virtuellement à cause de la COVID, mais on essayait quand même de pouvoir permettre aux gens de soumettre leurs idées différemment. Donc, par exemple, il y avait des formulaires papier qui ont été transmis à des organismes du territoire, qui étaient dans des lieux où les gens vont beaucoup, comme par exemple les jardins communautaires. Donc, ça a permis d'aller rejoindre d'autres personnes à d'autres lieux, à d'autres endroits. Donc, la liste complète des idées, elle est sur Réalisons Montréal, sur la page du budget participatif de Mercier-Est. Donc, on a fait 7 ateliers en ligne. 19 personnes ont participé à ces ateliers-là. Donc, c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir eu plusieurs façons de collecter les idées. Certains ont été annulés par manque de participants. Et certains ont été faits avec des organismes du milieu, comme l'Entre-Jeunes. Donc, on avait les jeunes qui étaient, eux, rassemblés à 2 mètres de distance, tout ensemble dans un parc, avec leurs animateurs de la maison de jeunes. Et nous, on était en ligne dans le portable, l'ordinateur qu'ils avaient amené avec eux dans le parc. Et donc, on a pu faire une collecte d'idées avec eux. C'était super. Voilà. D'ailleurs, ils sont là ce soir. On peut leur envoyer la main. Bonjour à vous. Et au niveau de la participation, on a des données là, pour l'instant au niveau de l'âge des résidents qui ont soumis des idées. Peut-être là, c'est très pâle, peut-être que vous ne voyez pas les chiffres, donc je vais les nommer. Les catégories d'âge qui ont participé le plus, c'est les 26 à 35 ans ainsi que les 36 à 45 ans. Chacune des catégories a participé à un taux de 20 % environ. C'est au niveau des 15-25 ans qu'on a un taux de participation plus faible de 1 %.
Donc, nous, on va se demander avec le comité de pilotage comment on peut mieux les rejoindre pour la suite, notamment, et pour le vote aussi. Puis, au niveau des aînés, 66 ans et plus, on est à 6 de participation. Donc, c'est aussi à penser parce qu'en ligne, ça peut être vraiment plus difficile. Donc, pour le bilan de l'analyse d'admissibilité des idées, je vais passer la parole à Maude Brasseur. Oui, merci. Donc, les critères d'admissibilité, en fait, avant de commencer, je voulais remercier les 309, en fait, c'est peut-être pas juste 309 personnes, mais en fait, on a eu 309 idées soumises. C'est majeur, là, surtout dans un contexte de pandémie. Donc, merci pour votre participation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont participé, sans doute ici, qui sont avec nous ce soir. Ça a été très intéressant d'analyser, en fait, toutes les idées soumises. Là, il y en avait qui étaient particulièrement intéressantes. Donc, je vous rappelle en fait les critères d'admissibilité. En bref, donc, pour pouvoir être admissible ou potentiellement admissible, une idée devait avoir une valeur de entre 10 000 et 350 000 se réaliser dans le quartier Merciès, évidemment. Devait viser l'intérêt collectif, donc ne pas avantager une personne ou un petit groupe de personnes. Devait constituer une dépense en équipement ou en aménagement provenant du programme triennal d'immobilisation. Ce qui est à ne pas confondre avec le budget de fonctionnement. Il fallait aussi que l'idée soit cohérente avec les plans et politiques de l'arrondissement. Par exemple, on a une politique d'implantation d'aménagement des aires d'exercice canin, un plan local de déplacement. Donc, ces documents, ces programmes et ces plans étaient accessibles sur la plateforme Réalisons Montréal. Les citoyens pouvaient les consulter. Je poursuis avec les critères. Donc, il fallait aussi évidemment que ça relève de la juridiction de l'arrondissement. Donc, comme vous le savez, il y a des dossiers qui relèvent de l'arrondissement, il y a des dossiers qui relèvent de la ville-centre. Donc, pour pouvoir être admissible, il fallait que ce soit de la compétence de l'arrondissement. Il fallait que l'idée puisse être réalisée sur le domaine public ou une propriété de l'arrondissement et non sur le domaine privé. Ne pas être déjà en cours d'exécution ou d'études, c'est important. Il y avait quand même pas mal d'idées qui étaient très intéressantes, mais qui étaient déjà dans les, dans les cartons, comme on dit, de l'arrondissement. Donc, elles ont été jugées inadmissibles, mais pas par manque d'intérêt, mais parce que l'arrondissement étudie sérieusement ces idées-là ou est en train de les concrétiser. Il ne devait pas aussi générer de nouveaux frais de fonctionnement supérieurs à 5 par an du montant investi. Donc, ça, c'est par exemple, si on veut que l'arrondissement achète un autobus pour permettre à une population en particulier de se déplacer, ça peut rapidement amener des frais de fonctionnement supérieurs à 5 parce qu'il faut payer le salaire du chauffeur, l'assurance, l'entretien de l'autobus, l'essence. Donc, ça, c'est ce qu'on veut dire par les frais de fonctionnement supérieurs à 5 C'est des genres de projets où les frais peuvent monter rapidement. Oui, merci d'information. Effectivement, c'est pertinent. Donc, je vous rappelle la provenance du budget. Le budget de fonctionnement, en fait, c'est tout ce qui est opération, contrairement au programme triennal d'immobilisation qui est plus, ce sont les investissements, dans le fond, tout ce qui est immobilisation. Donc, pour prendre une image qui est peut-être plus parlante, budget de fonctionnement, ce serait tout ce qui est salaire, services publics, entretien. Donc, on ne pouvait pas avoir d'idée qui consisterait, par exemple, à ajouter une bibliothécaire dans une bibliothèque ou on n'était pas dans du personnel ou des ressources humaines. Alors que l'investissement, si on veut prendre une image plus parlante, c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Réfection des rues, achat de véhicules. Et si on veut faire l'analogie avec un budget familial, budget de fonctionnement, ce serait l'épicerie courante, alors que le programme triennal d'immobilisation, on pourrait l'associer à l'hypothèque de la maison, dans le fond, qu'on a à payer. Oui, donc à Mercier-Est, nous, c'est un programme triennal d'immobilisation, notre budget. Donc, ce qu'on dit, c'est des emprunts que fait la ville auprès du gouvernement pour pouvoir investir dans le territoire, dans le quartier.
comme nous, on investirait, on aurait une hypothèque pour réparer notre toit ou s'acheter une voiture. Donc, c'est le budget qu'on a et ça amène certaines règles. Donc, notamment que les projets proposés, ce soit que des équipements ou des aménagements. Donc, un aménagement comme par exemple une place publique et un équipement, ça serait ce qu'on veut dessus pour pouvoir l'utiliser. Donc, du mobilier urbain comme des bancs, des tables. Donc, c'est ce genre de projet, d'idées qu'on pouvait déposer. Puis, au niveau du surplus budgétaire, ça, c'est un nouveau type de budget qu'on utilise pour les budgets participatifs. Et c'est comme de l'épargne. Donc, c'est l'épargne des villes. Donc, ça vient avec moins de contraintes et ça laisse place à différents types de projets. Donc, ça permet aussi d'innover de certaines façons. Le budget participatif de l'arrondissement Annecy-Cartierville fonctionne avec un surplus budgétaire. Donc, au niveau du bilan des idées, en fait, qu'on a analysées dans cette analyse préliminaire, sur les 309 idées, donc, il y en a 27 qui étaient d'entrée de jeu admissibles. Il y en a 92 qui étaient peut-être admissibles ou partiellement admissibles. Et il y en a 190 qui étaient non admissibles. Quand on dit peut-être admissible, on va voir des exemples tout à l'heure, mais par exemple, pour une idée, des fois, les citoyens mettaient beaucoup de choses. Donc, si on additionnait chacune de ces idées qui se voulaient comme un projet, on dépassait, par exemple, le 350 000 $. Fait que on a mis ces idées-là comme peut-être admissibles en précisant dans la liste que certaines parties pourraient se concrétiser, mais d'autres qui étaient inadmissibles pour des questions budgétaires notamment. Mais ça pouvait être les autres critères aussi là, qui pouvaient entrer en ligne de compte. Donc, comme Mme Miron l'a dit, en fait, il y a plusieurs idées là, qui ont été jugées inadmissibles au budget participatif, mais qui étaient tout de même très intéressantes. Les services ont trouvé qu'il y avait vraiment de très belles idées. Donc, c'est ça, elles vont être conservées pour analyse et possiblement réalisation ultérieurement. L'analyse, peut-être que vous l'avez vue aujourd'hui, elle a été rendue disponible sur le site Réalisons Montréal, le site Internet, en fait, du budget participatif. Donc, vous avez l'adresse ici. Vous pourrez aller la consulter. Ce soir, on va passer en revue peut-être plus sommairement. Il y en a 309. On ne les passera pas toutes, les 309, mais vous pourrez aller regarder le détail. Mais je vais vous présenter, en fait, rapidement, là, donner une idée des raisons pour lesquelles certaines idées étaient admissibles ou non admissibles. Donc, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. La période de questions s'en vient. Vous pouvez garder votre main levée, Geneviève, et on vous répondra vraiment sous peu. On va juste terminer. Il reste 2 diapositives, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau des idées peut-être admissibles, les principales raisons, vous ne serez pas surpris, en fait, il y a beaucoup de citoyens qui nous ont parlé d'avoir des idées de projets au parc de la Promenade Belle-Rive. Le parc de la Promenade Belle-Rive, il se trouve que c'est un grand parc. Il est de la juridiction du service des grands parcs et du Mont-Royal et des sports à la Ville-Centre. Donc, ce n'est pas l'arrondissement qui a la juridiction pour en fait, créer des projets dans ce parc. Mais l'arrondissement a quand même fait le choix de rendre admissible, si ça répondait évidemment aux critères, de juger admissibles ces projets ou potentiellement admissibles, mais ce sera conditionnel à une entente avec le service des grands parcs. Donc, l'arrondissement se porte en fait volontaire pour en fait avoir des liens avec le service des grands parcs et voir qu'est-ce qui pourrait être fait. D'autres idées qui pouvaient être jugées admissibles, par exemple, qu'ils ne l'étaient pas à première vue, jardin communautaire. Un jardin communautaire traditionnel, si on veut, dépassait le coût. Mais il y aurait moyen de faire un jardin collectif en bac, par exemple. Jeux d'eau, considéré comme dépassant le budget, mais il y a possibilité quand même d'avoir des brumisateurs. Donc, c'est pour ça que ces idées ont été jugées peut-être admissibles. Terrain de soccer, bien, un terrain de soccer conventionnel avec de l'éclairage et tout, c'était jugé trop cher, mais on pouvait imaginer qu'il y aurait ajout de but seulement. Donc, on rendait l'idée potentiellement admissible.
Ensuite, aménagement et équipement admissibles sans animation ou gestion, donc qui serait aux frais d'organismes. Par exemple, on avait des idées de musées extérieurs, de véhicules pour organismes communautaires locaux, de ruches de la culture qui étaient des espèces de petites mini-bibliothèques comme des croque-livres. Donc, c'est des idées qui pourraient être intéressantes et admissibles, mais il faudrait que tout ce qui est opérationnalisation et gestion soit confié à un organisme. Ensuite, il y avait des idées où les lieux ou les sites restaient à évaluer. Par exemple, des pistes cyclables ou l'apaisement de la circulation sur le réseau local. Parfois, les idées ne mentionnaient pas nécessairement de sites particuliers ou de rues précises. Puis ça demande aussi une analyse un peu plus poussée au niveau là, des études techniques de l'arrondissement. Donc, a priori, on les a mis peut-être admissibles, mais avec une note indiquant qu'il faudrait quand même pousser l'analyse un peu plus loin. Sinon, on avait des choix à faire. Des terrains sportifs trop chers. Parfois, on avait des projets avec beaucoup de beaucoup de sous-idées dans l'idée. Dans ces idées, par exemple, il pouvait y avoir la volonté d'avoir des terrains sportifs. C'était considéré trop cher, mais il y avait quand même des parties de l'idée qui pouvaient se rendre admissibles, par exemple, revoir les sentiers, du mobilier. Ça pouvait être admissible. Bon, les idées non admissibles, donc les principales raisons, ça pouvait être parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y avait déjà, ces idées étaient déjà à l'étude ou en cours de réalisation à l'arrondissement. Donc, on pense au marché public au parc de la Promenade Belle-Rive, qui est en projet depuis cet été, qui est appelé à revenir l'année prochaine. Et il y a déjà une bonification de l'idée qui est en cours. Il y a un projet de skatepark qui est déjà prévu au parc Honoré-Mercier. Donc, c'est pour cette raison que le projet, quand on nous suggérait un projet de skatepark, mais au parc de la Promenade Belle-Rive, c'était refusé. Mise aux normes de lampadaires, cette idée est revenue, je pense, à quelques reprises. C'est déjà en cours. Donc, c'est pour ça que l'idée était jugée inadmissible. Ensuite, pas du PTI. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident. Je dirais même pour moi, ce n'était pas si clair. Le verdissement, il y a beaucoup, beaucoup de choses du verdissement qui passent au budget de fonctionnement à l'arrondissement. Donc, c'est pour ça que plusieurs idées ont été jugées inadmissibles, pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, elles pourraient se concrétiser dans un autre contexte, mais de la plantation d'arbres seulement, pour prendre un exemple concret, c'est du budget de fonctionnement. Donc, on ne pourrait pas, pour que ce soit PTisable en langage fonctionnaire, il faudrait que les arbres s'inscrivent dans un projet par exemple, un projet de plus grande haleine, de plus grande envergure. Et à ce moment-là, on faudrait que ce soit un projet de plus de 10 000 $. Donc là, ça pourrait être éligible au PTI. Si ça dépassait le budget de 350 000 évidemment, là, ce n'était pas éligible. Terrain de tennis complet avec éclairage, skatepark, bloc sanitaire, piscine neuve, jeux d'eau. Ce sont des projets qui ont une certaine envergure en termes de coûts, donc ce n'était pas possible. Si ce n'était pas de la juridiction de l'arrondissement, piste cyclable sur le réseau artériel, on ne peut pas intervenir. Les stations Bixi, on peut faire des recommandations, mais on n'a pas la légitimité de choisir où elles sont installées. L'accès à l'eau, on sait, au parc de la Promenade Belle-Rive. Donc, on n'a pas la juridiction pour intervenir. On peut travailler avec les autres paliers de gouvernement et la ville-centre, mais on ne peut pas directement choisir et faire des projets. Projets sur les rues artérielles, Sherbrooke, Hochelaga, Notre-Dame, Pierre-Bernard. Des lieux privés comme les commerces. Évidemment, ce n'est pas la juridiction de l'arrondissement. Tout ce qui était hors territoire, comme on a eu des idées soumises pour Hochelaga-Maisonneuve, ça viendra. On n'est pas encore au budget participatif de Mercier. Pour l'instant, on est dans le quartier Mercier-Est. Mercier-Ouest a été l'année passée. Il y a eu quelques idées dans Rosemont. Donc, on remercie les gens de Rosemont, mais c'est ça, il faut s'en tenir à Mercier-Est. Plus de 5 % de frais de fonctionnement.
Isabelle l'a expliqué tout à l'heure. Un autre exemple, les pistes de ski de fond. Oui, la machine pour tracer les pistes de ski de fond, c'est de l'équipement, c'est mécanique. On pourrait acheter, mais ce que ça générerait en frais d'entretien et de gens pour s'en occuper, donc ça ne rendait pas l'idée admissible. Les aires d'exercice canin, donc il y a un moratoire actuellement à l'arrondissement. Donc ça, c'est la concordance avec les programmes et plans de l'arrondissement. Je pense que ça fait le tour pour les idées non admissibles. Donc, on est à la période de questions. On pourrait commencer par Geneviève qui a levé sa main il y a quelques temps déjà. OK, Geneviève, je vous demanderai d'ouvrir votre micro. Oui. Bien, je comprends que là, on ne va pas parler d'un projet spécifique, là, même si je sais qu'en tout cas, on est plusieurs à être venus pour un projet qui finalement a été jugé non admissible. Mais je me demandais, mettons, d'une question plus générale, une idée qui aurait été jugée non admissible parce que les frais de fonctionnement dépasseraient 5 % de l'investissement initial. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les envoyer dans le territoire des idées partiellement ou potentiellement admissibles dans l'éventualité où on confierait la gestion à un organisme, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure? En fait, là, j'ai pas le projet en tête. Là, faudrait voir, mais en principe, est-ce que c'était le seul critère qui faisait que c'était inadmissible? Bien, c'est ça que j'ai vu dans l'analyse, puis c'est en plus un projet qu'on avait fait pendant un atelier d'idéation avec vous, donc... OK. Peut-être que dans le chat, vous pourriez nous mentionner le numéro du projet si vous l'avez, puis on le regardera. Je vais l'écrire. Donc, c'était la place, si je me rappelle bien, une place pour recevoir les organismes, un lieu où plusieurs organismes pouvaient se partager des espaces. Est-ce que c'est ça? Oui, bien, entre autres, c'est un espace culturel et communautaire avec une terrasse là, où on pourrait avoir des prestations, des rencontres, tout ça. Oui, faire de la place pour des organismes du quartier qui auraient besoin de faire des ateliers ou des activités. Ça, c'était au parc de la Promenade Belle-Rive, ça? Non, c'était tout simplement l'idée d'avoir une place intérieure et extérieure, un lieu de rencontre dans l'enracinement. OK. Écoutez, il faudrait que je vérifie, là, parce que oui, je me rappelle que vous avez été... je me rappelle de vous là, pour l'atelier. Vous étiez dans votre auto, si je me souviens bien. Oui, puis là, je suis encore avec mon bébé. Je m'excuse, Catherine. Non, il n'y a pas de problème. Écoutez, il va falloir que je vérifie ça, puis je vais vous revenir, honnêtement, là, parce que écoutez, il y avait 309 idées. On est très rigoureux dans notre analyse, mais des fois, c'était pas évident, mais je vais vérifier. C'est l'idée 90. C'est ça, je ne veux pas non plus prendre trop d'attention sur un projet, mais disons de manière générale, quand il y a une décision qui est prise de juger un projet inadmissible, est-ce qu'il y a quand même moyen que le projet finisse par passer en phase de développement s'il est adapté ou pas du tout, si c'est une décision finale et sans appel? C'est ça ma question, en fait. Bien, en fait, en principe, l'exercice qui a été fait, c'était de passer les idées au filtre des critères d'admissibilité. Là, si je me rappelle bien, votre projet, ce qu'il fallait, on avait besoin d'un local, hein? C'était pas quelque chose d'extérieur, là. Oui, ça prenait un local. Oui, c'est ça. Maude, peut-être que s'il y a ça se peut que dans l'analyse, il y ait des, tu sais, comme dit Maude, il y avait 309 idées. Les professionnels ont travaillé jusqu'à hier, là, de manière super consciencieuse. Ça a été vraiment beaucoup de travail. Ça se pourrait qu'il y ait des idées qui peuvent rebouger, attirer notre attention. L'atelier est dans quelques semaines. S'il y a des incohérences, on pourrait corriger des choses. Parce que s'il s'agit de local à louer, c'est peut-être pour ça là, que ça a été refusé. Mais écoutez, je le prends en note. Là. Merci. Est-ce que... Oui, on a M. McKay qui a une question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voyais dans les critères là, de non-admissibilité, il y avait, vous donniez l'exemple de l'accès à l'eau. Et j'ai vu que récemment, l'arrondissement avait donné un mandat à un organisme, une coopérative, là, le comité, pour réaliser certaines études sur l'accès à l'eau. Alors, c'est pour ça que je suis un peu surpris que ce soit jugé comme étant pas du
de la juridiction de l'arrondissement. Puis, juste par rapport à... donc, je me demandais un peu si... qu'est-ce qui justifiait ça? Puis d'autre part, juste par rapport à la question de la personne précédente qui parlait d'un lieu pour organiser des rencontres, des prestations. Il y a la halte Belle-Rive qui a été installée cet été, puis où il devait y avoir de l'animation, là, ou de l'activation. Ce qui était prévu, c'était que la Société d'animation de la promenade Belle-Rive, avec la pépinière là, qui s'occupe l'organisme qui s'occupe de la halte Belle-Rive, qui aurait un appel à projet pour que justement des citoyens, des organismes du quartier organisent des activités à la halte Belle-Rive. Puis à cause de la pandémie, ça n'a pas pu se faire. Par contre, peut-être qu'il y a moyen de jumeler là, certaines des idées qui ont besoin d'un lieu à cet espace-là, la halte Belle-Rive, qui est extérieur, mais où il y a quand même un toit. Bien, écoutez, oui, en fait, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Je vais les prendre dans le désordre. En fait, il y a effectivement, il y a la halte Belle-Rive, puis vous me faites me rappeler que, effectivement, c'est ce qu'on avait discuté à l'atelier, là où il a été question là, de l'idée 90. Oui, il y a de l'animation qui pourra se faire. C'est sûr qu'avec le contexte de la pandémie, il y a des choses qui avaient été imaginées dans ce projet qui ont difficilement pu voir le jour, mais ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas voir le jour éventuellement. Et pour le parc, l'accès à l'eau, en fait, il y avait des idées de plage, il y avait des idées d'accès à l'eau, de pouvoir se baigner, ça prenait différentes formes, mais c'est quelque chose qui revenait quand même assez souvent. En fait, ça a été jugé inadmissible parce que l'arrondissement a déjà un projet à l'étude, effectivement. Mais quand je dis que ce n'est pas notre juridiction, c'est qu'on n'est pas les seuls à pouvoir légiférer là, par rapport à l'accès à l'eau. Mais l'arrondissement travaille déjà sur un projet. Donc, c'est essentiellement ça qui fait que l'idée a été jugée inadmissible au budget participatif. Parce qu'il y avait un critère, comme vous l'avez vu, qui était soit si le projet est déjà à l'étude ou en cours de réalisation. Oui. Ben merci, mais j'ose espérer que quand il y a effectivement des choses qui sont déjà à l'étude ou en cours de réalisation, que ces idées-là qui ont été soumises par des citoyens vont quand même inspirer, pourront être utiles pour peut-être inspirer ou donner des idées là, pour absolument. C'est pour ça que Mme Miron l'a de... dit d'entrée de jeu, mais je l'ai redit aussi, c'est que les services, en fait, les gens les fonctionnaires qui ont analysé, qui ont validé, en fait, les idées, ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'idées très intéressantes, mais c'est qu'à un moment donné, c'était peut-être pas toujours évident de pouvoir les concrétiser dans le cadre du budget participatif, mais soyez assurés que cette liste-là va être conservée, puis qu'elle va être mise à profit dans un autre contexte. On ne peut pas s'engager ce soir à réaliser tout ce qui a été proposé dans les 309 idées, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui pourraient voir le jour dans un autre contexte où il y aura un budget différent, où ça sera planifié dans le cadre d'un programme ou une autre source de financement, là. Il nous reste seulement 3 minutes pour la période de questions. Donc, pour les prochaines questions, on va essayer de les prendre courtes pour rentrer dans notre 3 minutes. C'est possible. Ça se fait. Un peu court, 3 minutes. On a eu juste 2 questions. Fait qu'on peut en prendre quelques-unes de plus. Mais on va avoir une autre période de questions. Ah, OK, excuse-moi. Il y a eu pas mal de temps pour de présentation. Excuse-moi. Il va y avoir une autre période de questions qui va suivre. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Ça semble être correct. Donc, il va y avoir une autre période de questions. Ne vous inquiétez pas. Donc, la formule de développement de projet. Donc, ce qu'on va vivre durant le mois de septembre et le début d'octobre. Dès que la rencontre se finit, on va mettre en ligne et jusqu'au 18 septembre, donc pour une semaine, on va mettre un sondage de priorisation des idées en ligne que je vais vous expliquer juste après.
Ça va nous permettre de préparer l'atelier de développement de projet qui va avoir lieu le mercredi 7 octobre de 19h à 21h. Ça va être un atelier en ligne. Et après, en octobre et novembre, les services administratifs vont pouvoir faire l'analyse des projets qui auront été développés, une vingtaine de projets. Et il va y avoir finalement, après, à partir de cette analyse-là, on va bonifier certains projets qui restent à bonifier et on va pouvoir créer la liste finale des projets qui vont aller au vote. Donc, le sondage de priorisation des idées. Les objectifs, c'est de choisir collectivement des lieux et des aménagements qui ont été soumis lors de la collecte d'idées. Donc là, dans la centaine d'idées qui restent admissibles et peut-être admissibles, il y a presque tous les parcs ont été mentionnés et beaucoup d'aménagements ont été, ou de types d'équipements ont été proposés. Donc là, on veut encore, pour aider à faire le processus d'entonnoir, parce que là aussi, on est en ligne, donc on a besoin d'encore plus synthétiser parce que les rencontres sont plus courtes en ligne, c'est un peu plus difficile. On fait ce sondage-là, donc on veut... Il va y avoir quelques questions qui vont vous être posées pour donner un ordre de priorité sur certains équipements qui ont été proposés et certains lieux. Et ça va vraiment nous aider au développement des projets. Je vois déjà que des gens lèvent la main, donc là, il va y avoir une période de questions dans vraiment quelques minutes. Et donc, le sondage va être sur Réalisons Montréal, encore une fois, sur la page du budget participatif de Merci-Est. Et donc, c'est préparatoire pour l'atelier de développement de projet. Cet atelier-là va être le 7 octobre, comme mentionné, de 19h à 21h. Donc, on va développer 20 projets à partir de la centaine d'idées qui demeurent et à partir des besoins qu'on vous a présentés au début, les besoins qu'on a priorisés. Donc, par exemple, comme bonifier les parcs. Et on va nommer 5 résidents médiateurs. En fait, ce que ça veut dire, c'est que durant l'atelier, on va développer des projets en sous-groupe. Il va y avoir une période de questions, une période de présentation, tout le monde ensemble, puis après, on va se séparer en sous-groupe et on va développer des projets. Ces projets-là, on va les développer par thématique. Donc, chaque sous-groupe va avoir une thématique. Il va y avoir peut-être plus que 5 sous-groupes, mais il va y avoir 5 thématiques. Donc, il peut y avoir peut-être 2 sous-groupes pour une thématique. Et les thématiques, c'est les besoins qui ont été priorisés. Donc, un des sous-groupes va être sur la bonification des parcs. Et ensuite, on va vouloir nommer des représentants par thématique, donc 5, qui va pouvoir représenter les projets qui ont été développés auprès des services lors de l'analyse de faisabilité des projets. Je vais vous en parler plus amplement juste après. Donc, pour vous inscrire, c'est sur le site, encore une fois, de Réalisons Montréal. Et pour s'y préparer, il faut avoir donc pris connaissance de l'analyse et avoir participé aujourd'hui à la rencontre d'information ou l'avoir visionné en ligne parce que on n'aura pas le temps de revenir sur l'analyse lors de l'atelier virtuel. Donc, c'est ici que je vais vous parler plus amplement des résidents médiateurs. Donc, après que le développement des projets aura lieu, donc les services vont faire leur analyse. Et là, des fois, il va rester quelques décisions à prendre sur certains projets. C'est ce qu'on appelle la bonification. Et c'est donc le comité de pilotage avec les 5 résidents médiateurs qui vont représenter les thématiques des projets qui vont le faire avec les services. Donc, à partir de l'analyse, ils vont prendre des décisions finales et ça va permettre de créer la liste finale des projets qui vont aller au vote. Donc, par exemple, une décision qu'on peut prendre, c'est, dans le fond, s'il y a beaucoup de projets tout à la même place, on peut décider pour qu'il y ait des projets plus sur l'ensemble du territoire, de choisir un autre parc pour un projet. Ou s'il y a un équipement qui ne rentre pas à un endroit, bien, on peut le mettre proche à un endroit où l'équipement peut aller. C'est le genre de décision qu'on peut faire. Donc, la période de questions, j'avais déjà Patrick Dumas qui a levé la main.
Premièrement, je suis content d'être avec vous autres ce soir. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour parler de ça ou pas, mais je voulais savoir, quand tu parles de que, bon, éventuellement, il y a des projets qui vont être retenus à la fin et que ça va aller à un vote, comment je pourrais formuler ma question? Est-ce que, dans le fond, le vote, comment ça va fonctionner au juste? Est-ce que le projet va vraiment être chaque projet va être vraiment bien expliqué, ce qui va permettre aux gens, mettons, de vraiment bien les comprendre, parce qu'il y a des projets qui sont super faciles à comprendre, comme, bon, mettons, je donne un exemple, le terrain de tennis. Là, je sais que ça peut être accepté, mais tout le monde sait c'est quoi du tennis. Puis bon, c'est facile de promouvoir le tennis, mais quand on arrive avec quelque chose qui est un petit peu méconnu, mettons, peut-être de la plupart des gens, comment vous allez faire pour que, dans le fond, il y ait un équilibre dans tout ça, puis que les gens puissent savoir pourquoi voter, puis tout ça? Je ne sais pas si je suis clair. Hein? Oui, c'est une bonne question. Isabelle, tu me compléteras. Dans le fond, il y a un bulletin de vote qui est créé. Il y a une description courte pour chaque projet sur le bulletin de vote. Donc, ça permet aux gens de voir, de lire la description de chaque projet. Est-ce que, Isabelle, il y a d'autres choses qui étaient faites l'année passée autour du vote? Bien, est-ce que vous parlez du disque golf? Définitivement. Parce qu'on l'a vu sur le bulletin de vote. Pas sur le bulletin, dans la liste. Je ne sais pas si c'est prémonitoire ce que je viens de dire, mais c'est pas ça que je veux dire. Je l'espère beaucoup, et il y en a beaucoup qui l'espèrent. Mais je l'ai vu dans la liste des idées, puis moi-même, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à cet exemple-là. Il y a quelqu'un qui a nommé le shuffleball aussi. Puis, actuellement, il n'y a pas de mécanisme particulier, mais il y a des outils qui vont être mis à votre disposition pour faire connaître le projet. Fait que ça va être aussi la responsabilité de la population de faire connaître les projets qui veulent qui soient votés par la population là, dans votre milieu. Donc, c'est ce que je vous dirais, là, à moins que vous ayez des idées à nous suggérer. Ah, bien ça, les idées, c'est pas ça qui manque. Pour le faire connaître. C'est sûr que présentement, bon, ça s'est passé sur la rive sud, ça s'est passé sur la rive nord. Il y a souvent des démonstrations, dans le fond, qu'on peut faire. Il y a l'Association de disc golf de Montréal qui possède des paniers de disc golf qui peuvent arriver dans un parc. Puis souvent, il y en a aussi, bientôt, il va y avoir quelqu'un de l'association qui va se présenter dans les écoles pour faire une démonstration de c'est quoi. Mais souvent, c'est dans un parc qui aime bien faire ça parce que c'est vraiment une activité qui touche comme de 5 ans jusqu'à 100 ans. Je veux dire, tout le monde peut jouer à ça. Tout le monde joue à ça en dehors. Malheureusement, c'est ça. À Montréal, on a notre terrain de disc golf qui est complètement dans l'ouest. Puis traverser Montréal au complet pour aller dans l'ouest, c'est à peu près 50 minutes que ça me prend. Puis on ne l'a pas dans l'est, mais on veut le faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça sur la rive sud, sur la rive nord. On a une 20aine de terrains au Québec, mais malheureusement, dans l'Est, on n'en a pas. Puis c'est ça, c'est en faisant des démos puis en éduquant les gens. Proposition pour ce soir. Vous pourriez nous mettre un lien dans le chat pour que les gens intéressés puissent aller voir ce que c'est. Définitivement. Je vais trouver un lien tout de suite. On a une question par écrit. Très bonne question. Comment allez-vous nommer les résidents médiateurs, médiatrices? Oui, j'aurais dû le mentionner. Donc, merci beaucoup du rappel. Donc, en fait, si je ne me trompe pas, mes collègues, vous me corrigerez. Via le formulaire d'inscription pour l'atelier, vous allez pouvoir mentionner votre intérêt à être résident, médiateur, médiatrice. Ainsi que lors de l'atelier, vous allez pouvoir le mentionner. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va se faire. La mécanique de comment on va les choisir est encore à penser. Donc, on l'expliquera lors de l'atelier, on l'expliquera au début de l'atelier. J'aimerais mentionner que le sondage qui va être envoyé, il ne sera pas décisionnel. C'est juste pour aider à orienter ce que les gens qui auront répondu au sondage là, pour le développement d'idées, qu'est-ce qui sont les idées qui ressortent le plus. Là. Je donne un exemple. Dans les idées, plusieurs fois, les tables de ping-pong sont ressorties. Est-ce que quand on va sonder la population, c'est quelque chose qui va ressortir ou pas du tout? Mais lors des ateliers, ce n'est pas parce qu'une idée n'est pas ressortie lors du sondage qu'elle est éliminée, mais c'est pour qu'on voit si
90 personnes nous disent qu'il faut ajouter des bancs dans les parcs, bien, peut-être que c'est un besoin. C'est un exemple. Donc, on a Geneviève qui a la main levée. Oui, excusez-moi. Lolo, maman est occupée. Oui, ben c'est ça, je me disais que, je ne sais pas si vous prenez les idées maintenant, là, mais si c'était possible. En fait, non, pas les idées de projet, les idées pour promouvoir, là, comme la question de monsieur avant moi. Oui, allez-y, oui. Mais peut-être que d'avoir une plateforme où on peut diffuser une très courte vidéo de présentation pour expliquer l'idée, faire un petit pitch là, aux citoyennes et citoyens, ça serait une façon de rendre ça plus vivant que de juste, mon Dieu, excusez-moi, que de juste devoir lire les formulaires. Tu sais, je sais pas. Chloé, est-ce que la plateforme Raison Montréal le permet? Oui, tout à fait. J'allais justement dire que ce serait une excellente idée. On pourrait tout simplement, dans le fond, pour les idées, lors du vote, on pourrait ajouter une vidéo si les gens en ont ou si, comme par exemple, je vois que Patrick a mis un exemple de vidéo de 10gov. Donc oui, effectivement, ça pourrait être une idée tout à fait pertinente là, qui permettrait de visualiser aussi l'idée en soi. Donc, Si nous, on avait l'intention de le faire sur les réseaux sociaux de toute façon, si notre idée redevient admissible, mais ça pourrait être le fun que ça puisse être hébergé directement sur le site de la ville puis que tout le monde ait la chance de le faire aussi. Là. Tout à fait. J'en prends note. Je vois aussi que dans le chat, pour revenir sur la question des résidents médiateurs, si on allait s'assurer d'une représentativité par quartier, au sein du quartier, là, par secteur, c'est une bonne idée, on la note. Donc, c'est une mécanique qu'on va penser aussi avec notre comité de pilotage, par exemple. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? On a encore un bon 10 minutes, ne vous gênez pas. Je vais voir s'il y en a d'autres dans le chat. On ne voit pas d'autres. Si j'en manque, faites-moi signe. On m'indique que la ville de Dieppe, en France. Nouveau-Brunswick. OK. Bravo, Anne Gauthier. Qui avait fait des vidéos YouTube des projets des citoyens. Il y a vraiment différentes idées pour la promotion des projets. Puisqu'on a du temps, vous pourriez poser des questions plus spécifiques, là, puisqu'on a du temps. Donc, on a une main levée, c'est fa.n. C'est un petit chat virtuel à l'image. Oui, bonjour. Est-ce que ce serait possible de rentrer en plus de détails pour le triennal d'immobilisation, le PTI, s'il vous plaît? Oui, donc oui, le budget d'investissement, qui est le budget de notre budget participatif dans Merci Hochelaga Maisonneuve. Donc, peut-être qu'Isabelle, tu es un peu meilleure que moi pour le... Bien, quelqu'un de la ville voudrait peut-être répondre à cette question-là? Vous voulez que je me lance ou... Allez-y, monsieur. Et je pensais jamais parler de budget d'immobilisation à un chat, mais ça me fait vraiment plaisir. Non, mais en fait, là, ça devient rapidement très complexe, là, mais c'est qu'en ayant deux budgets à la Ville de Montréal, le budget de fonctionnement et le budget d'immobilisation, le budget de fonctionnement vient année après année, dans le fond, et est généralement financé par la taxation foncière, les différents revenus de la Ville, alors que le budget d'immobilisation, lui, est souvent des emprunts sur les marchés internationaux. Donc, on peut financer un projet qui est, que je pourrais dire, hypothécable, dans le sens que si on peut le mettre sur l'équivalent d'une hypothèque, mais dans le marché d'emprunt financier international, ben, on offre un peu une garantie, c'est bizarre à dire, aux créanciers. Donc, c'est pour ça que
quand on parle d'un budget d'immobilisation, je crois à la ville, par exemple, que ça doit être un bien qui dure pour un minimum de 3 à 5 ans, par exemple. Donc, un bien qui dure moins de 5 ans, ben 3 à 5 ans, mais ce n'est pas considéré qu'on peut le mettre sur le budget d'immobilisation. Mais comme tantôt, là, les présentatrices le disaient, parfois une dépense seule comme un arbre tout nu peut être considéré dans une catégorie de budget. Puis si on l'intègre à l'intérieur d'un projet plus large, bien, il peut être rentré dans l'autre catégorie de budget, en fait. Donc, ça devient un peu technique. Je pense que nous, notre rôle là, en tant que ville, puis du comité de pilotage, là, que j'ai oublié de remercier, mais merci aux citoyens qui sont là ce soir du comité de pilotage, c'est de s'assurer que c'est quand on puisse intégrer un projet d'une manière ou d'une autre, mais qu'on puisse trouver une manière de l'intégrer parce qu'on souhaite être le plus inclusif possible dans les propositions des citoyens. Donc, tantôt, on disait, par exemple, le parc Belle-Rive est d'une compétence ville-centre, mais on a quelques parcs d'arrondissement qui sont connexes à la promenade Belle-Rive, qui, eux, sont de compétences d'arrondissement. Donc, peut-être un projet qui était nommé Promenade Belle-Rive, ben, on pourrait peut-être le faire atterrir sur un projet de parc d'arrondissement aussi. Donc, c'est vraiment notre travail, nous, à l'arrondissement puis au comité de pilotage, de faire à ce qu'on puisse intégrer le plus possible de projets. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds un peu à votre question, Monsieur Fan. Frédéric, et je vous remercie beaucoup. Merci. Puis à la limite, si vous avez des questions plus techniques, vous pouvez aussi nous écrire par courriel. On va clarifier tout ça. Merci. Madame Miron, vous vouliez parler? Votre micro est fermé. Oui, là, maintenant, ça ne marche pas. Désolée. Rapidement, puis ça m'a fait penser, j'ai vu dans le clavardage, quelqu'un demandait si, justement, il y avait une représentation géographique du quartier équitable. On a, en tout cas, pour avoir aidé à choisir les gens qui sont au comité de pilotage, oui, on a eu ce souci-là déjà d'emblée, puis on a choisi aussi, on a essayé d'être paritaire. Il y avait aussi la volonté que les projets déposés qui seront retenus subissent l'ADS+, et on n'a pas parlé beaucoup avant, mais je sais qu'à l'interne, ça va se faire. On va quand même analyser les projets. C'est quoi l'ADS+, Mme Miron? C'est l'analyse différenciée selon les sexes, et le plus, c'est pour l'intersectionnalité. Donc, par exemple, une femme avec une situation de handicap, racisée, ça rassemblerait plusieurs intersectionnalités. C'est des projets qu'on souhaite qui puissent répondre à l'ADS+. Donc, je voulais juste bonifier un peu notre soirée, là, puis de le mentionner, en fait, que ça faisait partie de notre réflexion depuis le début. C'est tout. Merci. On a une question, Anne, sur la fontaine dans le parc situé au sud de Notre-Dame. Je ne sais pas si M. Gagnon est en mesure de répondre à cette question ou si c'est trop précis pour ce soir. Est-ce que c'est, Mme Martin, est-ce que c'est une idée qui a été soumise lors de la collecte d'idées? Non. Ben oui et non, c'est-à-dire que j'avais soumis peut-être à faire une patinoire autour de ça avec en hiver un marché de Noël. Je ne sais pas si ça pourrait être retenu, mais quoi qu'il en soit, cet endroit-là pourrait être utilisé à toutes les saisons. En été, avec la fontaine et peut-être même une extension du marché qui a déjà commencé à vivre, là. Et en hiver, ça pourrait être un marché de Noël, ce qui fonctionne très bien dans plein d'arrondissements ailleurs, et puis mettre peut-être un cercle pour le patinage. Mais enfin. Ouais, ben pour répondre à votre question, Mme Martin, bonsoir, premièrement. Bonsoir. Puis, effectivement, la fontaine, c'est un projet qu'on a de non seulement la revamper, mais la déplacer. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le parc Pierre-Tétrault à cet endroit-là. Ce parc-là est visé aussi par un réaménagement.
mais il est aussi adjacent au projet de la Halte Bellerive, qui est un projet de piétonisation de rue qui va arriver à sa 2e année en 21. Et ultimement, ce genre de projet-là, sans rentrer dans les détails, se fait habituellement en 3 ans avec 2 phases, disons, temporaires qu'on aurait débuté cette année en 2020, 21 deuxième. On ferait un aménagement plus permanent en 22. Et je vous dirais que ça a déjà l'air assez permanent. Merci. Ce qui a été aménagé, c'est quand même assez costaud et très intéressant, mais tout le tour peut être aménagé de façon plus permanente. Et c'est à ce moment-là qu'on voudrait intégrer le parc. Donc, cette rue-là pourrait ne plus être une rue et une simple prolongation de parc avec tous les aménagements à l'intérieur. Donc, c'est très embryonnaire ce que je vous dis là. Mais pour répondre à votre question, effectivement, cette fontaine-là, elle est non seulement visée pour être revampée, mais déplacée également, réaménager le parc. Bon, OK, excellent. Je vous remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste encore... Moi, j'en aurais une. Oui. C'est concernant une proposition que j'ai faite pour l'aménagement d'un parc, d'un espace qui est dans un quartier, dans un endroit spécifique qui est situé au nord de la rue Sherbrooke. Là, c'est bordé par la rue Sherbrooke et puis par l'autoroute 25. C'est d'aménager un plan d'eau végétalisé et puis qui servirait de lieu de rencontre pour les gens du quartier, donc qui permettrait aux gens du quartier de se rencontrer, de se connaître et puis ensuite fraterniser, rencontrer des amis, se faire des amis aussi. Je trouvais que l'idée était vraiment, vraiment le fun, mais moi, quand j'ai consulté la liste des projets qui ont été soumis, j'ai regardé le mien et puis finalement, il y avait peut-être un ajout que j'aurais aimé faire. C'est que l'idée est très bonne pour le projet que moi je voyais, laquelle j'ai soumis, une idée. Mais par contre, cette idée-là, elle peut être transmise aussi à différents secteurs de Tétroville, par exemple. Je pense que 6 secteurs, il y a peut-être le secteur Contrecœur, secteur Sainte-Louise de Marillac, ou je ne sais pas comment on les appelle tous. Là. Mais par contre, cette idée-là, elle peut être transposée pour des lieux de rencontre, de fraternisation, des gens de quartier, pour amener les gens des quartiers à se connaître, à se rencontrer dans des secteurs spécifiques, là où ils habitent. Donc, un lieu de verdure avec un plan d'eau, par exemple. Le plan d'eau fait office l'été, ce que le poêle à bois, si on peut dire, fait l'hiver. On se réunit alentour d'un poêle à bois. L'été, il n'y a pas de poêle à bois, mais par contre, un plan d'eau où est-ce qu'on entend l'eau couler entre des roches, par exemple, c'est très agréable. Et puis, les gens iraient prendre des marches. Et puis, ça peut être applicable aussi à différents endroits dans le secteur. Donc, la question, je ne suis pas certaine de l'avoir compris. Vous vouliez ajouter une idée? En fait, l'idée que j'ajoute, c'est que finalement, c'était pour un endroit spécifique, mais c'est applicable aussi. OK. Donc, vous avez nommé un lieu. Oui. Oui. Mais en fait, si les jugés admissibles ou peut-être admissibles, cette idée-là, lors de l'atelier développement de projet, elle va être vue par les gens qui vont développer les projets et elle peut être reprise ailleurs et elle va influencer le développement des projets. Oui, certainement. Est-ce que vous avez le numéro du projet? Il est en liste, le numéro 80. Parfait, on va le noter. Donc, tout ce qui n'était pas spécifié, finalement, c'était qu'on pouvait répéter le même projet, mais dans d'autres secteurs de Merci-Est. Okay. Parfait. Donc, on le prend bien en note. Maude, tu m'indiques que le projet dépassait les coûts? Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça a été jugé inadmissible dans la liste. J'avais déjà fait faire une analyse par un paysagiste, puis lui, il chiffrait l'aménagement d'un plan d'eau avec de l'eau qui circule et met de la végétation là, de plan d'eau, et je ferais ça entre 50 000 et 100 000 $. C'est pour ça qu'on pouvait réaliser celui-ci, puis en réaliser d'autres aussi avec le même budget de 350 000.
Ben, je vais peut-être laisser la parole à M. Gagnon, là, vu que c'est le chef de division des études techniques. Là, je ne suis pas experte dans la, dans la chose. J'ai plutôt référé là, à mes collègues là, pour tout dire. Écoutez, bonsoir, Ghislain. C'est difficile pour moi de commenter l'estimation de la personne que vous avez contactée. Je sais que dans d'un premier geste qui avait été évalué, évidemment, tout est relatif au niveau de l'estimation d'un coût. Il faut comprendre que dans un premier temps, les 309 idées ont été regardées il y a 2 de mes professionnels là, dans mon équipe. Il faut comprendre que ce n'est pas une analyse en profondeur, c'est plus une première idée de l'aspect. Il faudrait regarder, mais j'imagine que l'étendue d'eau en question serait probablement très petit. Puis qui dit circulation d'eau, nous dit avoir une certaine étanchéité pour conserver l'eau à l'endroit, des pompes recirculatrices pour créer cet effet-là. Ça m'étonnerait que ce soit si peu, surtout avec le cours du marché des coûts de contrat qu'on a actuellement. Vous savez que le COVID, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais ça a un impact majeur sur tous les contrats qu'on a essayé de donner cette année. Mais même en temps normal, c'est quelque chose qui peut être coûteux. Ça va toujours dépendre de l'endroit, quel type de sol qu'on doit excaver pour réaliser ce projet-là. Est-ce que c'est un sol qui est déjà contaminé? Ça peut rapidement grimper en flèche quand on fait ce genre de projet-là. Tout projet qui nécessite une excavation est toujours très hasardeux. Bon, je ne vous dis pas que c'est impossible. Ça pourrait être regardé dans une seconde phase, mais ça m'amène aussi à réfléchir que, tout à l'heure, d'emblée, on vous disait que ces idées-là, parfois, peuvent ne pas être retenues pour le processus de budget participatif. Par contre, ce que vous amenez là, moi, je trouve que c'est un point très, très intéressant. On est de plus en plus confronté à la gestion des eaux de pluie. Ce genre d'aménagement-là, qui ressemble plus à des espèces de points d'accumulation d'eau qui vont peut-être s'assécher dépendamment de la température et s'accumuler d'eau. C'est une réalité de plus en plus plausible pour nous à Montréal. Ça se fait ailleurs dans le monde, mais on le voit. Cet été, il aurait fort probablement pas été mouillé très souvent, mais ça prend seulement des pluies torrentielles comme on en a régulièrement pour que ce soit un endroit qui accumule de l'eau et qui s'évapore, s'évapotranspire et s'infiltre dans le sol. Vos idées nous amènent quand même aussi ailleurs, vers des projets qui peuvent peut-être être réalisés dans un autre cadre que le budget participatif. Oui. Finalement, l'idée là-dedans, c'était pas faire quelque chose de grandiose comme tel. Ça peut être très petit. Et puis, j'en connais un tout près de chez moi, qui est situé près de l'endroit, là, justement, où ce que je vous suggérais. Sur la rue Giraudier, pour ne pas nommer le parc là, Michel Bourdon, par exemple, c'est un endroit petit. C'est pas grandiose, mais l'idée là-dedans, c'est pas de faire une chose qui est grandiose, qui va demander beaucoup de choses, mais d'en avoir un et puis peut-être même multiplier. L'idée étant donné que le parc ne sera pas grandiose et puis l'idée que j'avais soumise à un paysagiste qui fait ce genre de travail-là, c'est un projet tout inclus à ce moment-là qui était là vraiment en bas de 100 000 $. Très bien, ça pourrait être regardé plus en détail, M. Ghislain. Merci beaucoup. Je vous remercie. On avait une question aussi sur le projet 234, achat d'un véhicule pour des organismes et il y avait proposition via la conversation Zoom que les organismes répartissent le coût pour l'entretien du véhicule. En fait, c'est ça, dans les idées peut-être admissibles, les raisons, il y avait ce genre de projet où justement l'équipement, l'achat du véhicule est admissible au PTI, mais l'entretien, justement la gestion de ça doit être aux mains des organismes. Donc, on note le numéro du projet avec l'option que les frais soient aux mains des organismes pour l'atelier de développement de projet. Il y a quelqu'un qui pose... Pardon? En fait, j'allais répondre à l'autre question, je pense, qui est de monsieur Fan, par rapport à l'idée 240. Je ne sais pas si c'est vous, par rapport à la plantation de sous les lilas. En fait, l'idée, elle a été refusée parce que, comme j'expliquais tantôt, les plantations d'arbres, c'est au budget de fonctionnement.
Donc, ça ne veut pas dire que cette idée-là ne peut pas voir le jour, mais dans le contexte du budget participatif, il faut que ce soit pris au PTI. Donc, plantation d'arbres seuls, ce n'est pas possible malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'elle a été jugée inadmissible. Donc, Excellent, merci. C'est arbitraire et plate, mais c'est ça. On aura probablement un sous-groupe qui va parler de la question du verdissement parce que c'est un besoin important, puis on va essayer de trouver des projets qui seraient admissibles ensemble. Et on pourrait prendre une dernière question dans la conversation avant de conclure. A-t-on une idée du nombre de personnes à mobilité réduite dans nos quartiers? Peut-être faudrait-il en tenir compte si le nombre est plus grand que prévu. Je ne suis pas sûre de comprendre la deuxième phrase. Si le nombre de personnes à mobilité réduite est plus grand que prévu. C'est une bonne question. Je ne connais pas le chiffre, mais pour tout ce qui est les questions d'accessibilité universelle aux projets, dans les parcs, les espaces de jeu, ça, c'est des questions très importantes qu'on aime avoir en tête là, quand on développe les projets aussi. Et si je ne me trompe pas, ça fait partie des normes d'aménagement dans l'arrondissement. Donc, tous les projets doivent être accessibles universellement. Oh, Monsieur Gagnon, c'est effectivement ça. Donc, ça va être... les services vont nous aider justement à développer des projets en ce sens. Et voilà, et tout à fait. Et parfois même, dans certaines situations, lorsqu'on sait qu'on est localisé d'un endroit où il y a une plus grande concentration, bien, il peut y avoir même des aménagements spécifiques. On pense surtout à des parcs, là. Mais évidemment, pour ce qui est de la chaussée, bien, tout est déjà prévu à cet effet avec les coins de rue, les descentes de rue, bon, tout ça. Mais je ne pourrais pas vous dire, par contre, précisément le nombre de personnes à mobilité réduite dans l'arrondissement. Ce qu'on sait, par contre, nous parler, on donne aussi des zones de stationnement ou des débarcadères à personnalité à mobilité réduite. On est capable d'obtenir un nombre de ces endroits-là. Ça nous donne une estimation des gens dans cette situation-là, mais ce n'est pas une donnée qu'on a nécessairement là, à point et précise. Merci. Donc, je rappelle à tous que la liste des idées admissibles, peut-être admissibles et non admissibles se trouve sur Réalisons Montréal, sur la page du budget Mercier-Est. Geneviève a eu la gentillesse de nous mettre le lien dans la conversation. Donc, on ouvre le sondage dans quelques minutes sur la priorisation des idées. Donc, vous avez jusqu'au 18 septembre pour le remplir. Et donc, vous aider à préparer l'atelier de développement de projet. Et on vous invite à vous inscrire aussi, dès que ce sera possible, à l'atelier de développement de projet sur Réalisons Montréal. Geneviève qui a levé la main. Anne, je ne sais pas si tu as le temps pour une dernière petite question. Oui, allons-y. Oui. Et là, juste pour clarifier, là, synthétiser les étapes à venir. Là. Oui. Donc, si je comprends bien, là, on va répondre à un sondage où on peut parler de certains projets en particulier, mais aussi plutôt mettre en lumière des thématiques. Puis là, vous tenez compte de ça pour déterminer en comité quelles seront les idées qui iront en développement. En fait, c'est un sondage qui va être indicatif, donc qui n'est pas décisionnel. Donc, ça va nous influencer pour le développement de projet. Okay. Ça va nous aider à avoir les priorités dans tout ce qui a été soumis comme idée de lieu et d'équipement. Puis donc, c'est des choix de réponse. C'est pas non plus des commentaires, des réponses longues. Je ne peux pas aller dire à toutes mes amies d'aller écrire voter pour telle affaire à tel endroit. Non, on n'est pas à la promotion des... Et une petite précision, le sondage, il ne porte que sur les parcs et les équipements de parcs parce que dans cette catégorie-là, on avait beaucoup de projets. Donc, dans les autres catégories de besoins, on n'aura pas eu besoin de faire de la priorisation pour l'atelier de développement de projet, puis on va avoir une dizaine, une quinzaine de projets à regarder ensemble, mais là, on était au-dessus de 70 idées admissibles pour les parcs, ce qui aurait été impossible en sous-groupe en ligne de regarder ça ensemble. Donc, c'est ça. Après ça, au moment où est-ce que vous allez commencer les ateliers de développement de projet, ça va se passer dans les prochaines étapes de l'échéancier que vous nous aviez montré. Là, puis
Je peux peut-être remettre l'échéancier. Hein? Oui, absolument. Le 7 octobre, ça va être on va être en Zoom avec du travail en sous-groupe par thématique et un animateur par sous-groupe. Je comprends. Ouais, super. En fait, Geneviève, c'est là que les projets vont prendre forme de façon plus concrète, si ça répond à votre question, là. Oui, c'est ça. Donc, ce serait à cet endroit-là, si, par exemple, un projet qui avait été classé non admissible, mais qu'en rejasant, finalement, ça pourrait peut-être redevenir peut-être admissible. Mais là, ce serait dans ce développement-là qu'on pourrait préciser de quelle manière le développer pour qu'il soit admissible. C'est bien ça? Oui. Oui. Parfait. Et après va suivre l'analyse des projets développés par les services, ainsi que la bonification et la liste finale pour le vote. Bravo pour votre beau travail. Merci. Et donc, juste le mot de la fin. Merci à tous d'avoir été présents en grand nombre ce soir et d'avoir participé à la collecte d'idées si vous l'avez fait. Et merci beaucoup de participer à la suite, au développement des projets et au vote. Merci d'en parler autour de vous. Donc, l'enregistrement va être disponible sur le site Réalisons Montréal, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'arrondissement et la page Facebook de l'arrondissement. Donc, si vous connaissez des gens qui ne pouvaient pas être là ce soir, ça va être disponible et c'est préparatoire à l'atelier du 7 octobre. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes pour nous faire des commentaires sur la rencontre, pour qu'on puisse toujours s'améliorer, on est ouvert, on va rester quelques minutes. Sinon, pour les autres, on vous libère. Merci beaucoup d'avoir été présents.